la création d'une zone tampon dans la région de Koursk est une mesure visant à protéger nos communautés frontalières des bombardements hostiles quotidiens. Nos forces militaires prévoient d'ouvrir des corridors humanitaires pour l'évacuation de civils tant en direction de la Russie que de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'ils veulent s'installer là durablement? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que les Ukrainiens ont beaucoup communiqué l'année dernière sur leur contre-offensive. Pour cette attaque, ils n'ont rien dit. Actuellement, les officiels ukrainiens vous racontent des trucs, mais à la limite, il ne faut même pas écouter, parce qu'ils ne vont pas vous raconter ce qu'ils vont faire réellement. C'est ça aussi le truc. C'est que les Ukrainiens ont bien compris qu'il ne fallait pas, devant les médias, raconter tous vos plans. Et donc, en fait, moins les Russes comprennent ce que les Ukrainiens vont faire, moins le monde entier comprend ce que les Ukrainiens vont faire, mieux c'est pour cette opération. C'est vrai que le silence qui a été gardé, juste un mot, c'était impressionnant parce que c'est que les chaînes Telegram russes et la propagande russe qu'on entendait pendant les 4 jours, les premiers jours de cette incursion en Ukraine. C'était le silence total. Du coup, effectivement, on était obligé d'un peu s'informer sur les chaînes Telegram russes. Mais je trouve que ce qui est, encore une fois, il y a une logique derrière. Cette zone tampon, c'est dans l'optique de légitime défense. C'est ce qui était permis par Biden d'ailleurs. C'est autour de Kharkiv pour protéger nos villes des bombardements constants des civils par des Russes. On le fait. Voilà. Je pense que c'est tout à fait cohérent. Après qu'il y a une suite, j'en doute même pas. Et les Russes qui disent on comprend qu'il y a le coût à cette guerre, ils n'ont rien compris pour l'instant. On verra la suite, encore une fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine déception aussi, peut-être, chez la population russe par rapport à cette réponse mou, finalement, face à quand même une armée sur leur territoire. À voir. Je ne pense pas que ça va faire un grand, soulèvement populaire, mais c'est intéressant. Mais ce que n'a pas dit la personne, là, le monsieur qui était interviewé dans la rue à Moscou, c'est qu'il dit, c'est une attaque avec l'aide de l'OTAN, c'est tout à fait exact. Mais il n'a pas dit que, en fait, en droit international, c'est tout à fait légal et légitime. C'est-à-dire qu'il est légitime pour un pays agressé de se défendre, y compris d'aller porter la guerre chez l'adversaire, évidemment. Et il est légitime en droit international, c'est-à-dire d'après la charte de l'ONU, il est tout à fait légitime d'apporter une aide à un État qui est agressé. Et d'ailleurs, Moscou s'en est pas privé, puisque lorsque les Américains, après une manigance, avaient estimé c'est l'incident du Tonkin, avaient estimé qu'il fallait envoyer des soldats par dizaines de milliers au Vietnam, les Russes n'étaient pas du tout gênés pour armer les Nord-Vietnamiens. Est-ce qu'il y a une idée de monnaie d'échange? Est-ce qu'on va vers des négociations d'une manière ou d'une autre? Cette image qui est extrêmement parlante, Kouleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, s'est rendu en Chine. On voit à quel point, alors qu'on a longtemps parlé d'un axe des dictatures contre les démocraties, là on a le représentant ukrainien qui va voir la Chine, malgré le génocide ouïghour, malgré l'aide que la Chine apporte à la Russie. Là, la morale n'est plus tellement là. Évidemment, comme on a besoin de la Chine dans un éventuel rapport de force, on va manger avec le diable. Non, mais c'est logique. J'ai parlé tout à l'heure de transgression pour caractériser la démarche ukrainienne. Tous ne le font pas. Je me permets de souligner sur notre antenne, le représentant de la Lituanie disait que c'est une erreur fatale de penser qu'on peut être aidé par la Chine. Là, il y a 2 lignes. Peu importe, l'Ukraine a sa stratégie autonome, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Zelensky dans son interview à 3 médias français, 3 médias écrits, et il a dit, maintenant il faut qu'on diversifie la panoplie. Et à ce moment-là, effectivement, c'était juste quelques jours après la visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien en Chine, où il a vu son homologue Wang Yi. On sait assez peu de choses sur ce qu'ils se sont dit. Ils se sont simplement dit, probablement, si on essaie de reconstituer, qu'il fallait respecter les principes du droit international, notamment l'intégrité territoriale. Là-dessus, les Chinois sont d'accord, et on sait pourquoi.
Probablement que l'Ukrainien a dit on a besoin de vous, on a besoin des Chinois pour faire pression sur Poutine, parce que vous seuls peuvent faire pression sur Poutine. Personne d'autre au monde peut faire pression sur Poutine, donc on a besoin de vous. Donc ils ont amené les Chinois dans la négociation, quelle qu'elle soit, pour le jour où il y aura une négociation. Et effectivement, les Chinois ont une troisième utilité pour Kiev, c'est que les Chinois sont ceux qui interdisent à Poutine de se servir de l'arme nucléaire, même tactique, même, moi je pense que tactique ça n'existe pas, arme nucléaire ou pas nucléaire, voilà. Eh bien ils l'ont interdit, et d'ailleurs Poutine n'en parle plus. Monsieur l'ambassadeur, ça c'est la version, peut-être qu'on va négocier, peut-être qu'une voie de négociation, de pression, etc. existe. L'autre version, l'autre hypothèse, c'est celle d'un durcissement violent, y compris avec une réaction, une surréaction violente de la Russie. Écoutez à la télévision russe comment les propagandistes, alors très nationalistes, sont sortis aussi en disant la zone tampon, vous allez l'entendre, pour eux, elle va jusqu'à l'océan. Donc ça, c'est la version maximaliste guerrière. Je pense qu'il est probablement nécessaire de créer la même chose que dans la région de Kharkiv. Il faut créer une zone tampon dans la région de Sumy. C'est évident. La question est, où doit s'arrêter cette zone tampon ? Certains pensent qu'elle doit aller sur le long du Dniepr. Moi, je pense qu'elle doit s'étendre jusqu'à l'océan. Pour être plus clair, la seule zone tampon raisonnable, c'est celle dans laquelle l'Amérique restera de l'autre côté. Ça, c'est évidemment la version ultra-guerrière. Est-ce que l'hypothèse existe ? Parce que on a entendu beaucoup de commentateurs dire « c'est une monnaie d'échange, tout le monde se rapproche de la négociation ». Est-ce qu'au contraire, une autre hypothèse est que la Russie surréagisse avec une grande violence et qu'on s'éloigne en réalité de toute espèce de négociation ? C'est possible aussi. C'est possible aussi parce qu'en fait, vous savez, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, que moi je crains la victoire de l'Ukraine. Beaucoup plus que ce que s'est passé jusqu'à maintenant. Parce que plus l'Ukraine se rapproche de la victoire, plus Poutine devient imprévisible et dangereux. Et effectivement, il n'y a pas que Poutine. Hein. Vous savez, il y a des tarés, mais vraiment des nationalistes tarés qui étaient à l'autre bout de la Russie, vers Magadan, qui ont fait une manifestation en demandant, ils font bombarder l'Ukraine avec les armes nucléaires, etc. Donc en fait, cette violence en parole existe. Cette violence existe sur les plateaux télé. Ces plateaux télé inonde la population russe, et donc ça peut jouer aussi sans... Regardez, il ne faut pas être trop impressionné par ces propos. Moi, j'ai couvert la guerre civile en Yougoslavie, et il y avait des... Serbia de Tokyo, la Serbie jusqu'à Tokyo, c'est un peu ce que me dit M. Soloviev là. Et ça a fini par une offensive bosno-croate aidée par les Américains, et c'est les Américains qui ont sauvé, en disant stop, on stoppe la guerre, qui ont sauvé le territoire de la Serbie. Regardez, Douguine, l'ultranationaliste russe, tout le monde connaît presque Douguine maintenant, dont la fille a été tuée. Voilà, et qui va aussi, ça c'est le type de message, il l'a reposté, c'est le type de message qui évidemment dans cette galaxie de l'ultranationalisme russe fleuresse. Soudja, c'est la Russie. Donetsk, c'est la Russie. Luhansk, c'est chez vous. C'est la Russie. Kherson, c'est la Russie. Odessa, c'est la Russie. Et il poursuit. Kiev, c'est la Russie. Tallinn, c'est la Russie. Vilnius, c'est la Russie. Évidemment, il y a l'autre hypothèse, c'est l'hypothèse de la surenchère. Ça fait déjà longtemps qu'il ne faut pas faire attention à ces délires, parce que vous voyez, depuis tout le temps, nous entendons ces Galimatia, ça n'amène à rien, ça mène à la guerre dans leur territoire. Donc bientôt, peut-être, ils vont perdre les 3 régions frontalières avec l'Ukraine, qui va les récupérer pour agrandir son territoire en tant que pays qui a gagné cette guerre, et écoutez, qui va nous le reprocher. Mais bon, sans aller jusque-là, il faut tout simplement souligner qu'aujourd'hui, ces prétentions russes à la frontière, ils n'ont pas les moyens. C'est encore un mythe qui existe, que la Russie, elle cache quelque chose, et un jour, ils vont vraiment se fâcher. Poutine, il va se fâcher très fort, et enfin, il va faire la vraie guerre. Mais non, ils sont au bout de leurs moyens. Ils utilisent le maximum ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Après, bien évidemment, il reste l'arme ultime qui est l'arme nucléaire. Mais est-ce qu'ils vont on dit toujours au bout de moyen. On se rappelle comment les Russes ont détruit Grozny. Oui. Là, Grozny était tout en cendres. Et d'ailleurs, pardon, il faut rappeler, même s'il faut saluer l'immense courage des Ukrainiens aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens ne parlaient pas beaucoup. À l'époque, y compris dans les cercles du pouvoir actuel, quand Grozny était détruite, on ne les entendait pas beaucoup crier à l'époque. Donc les Russes peuvent, dans l'ordre de la destruction, faire des horreurs incommensurables. Oui, mais ils l'ont déjà fait à Mariupol, ils l'ont déjà fait. On a déjà connu, c'est-à-dire que les Russes...
ils ont déjà fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait encore sur le territoire ukrainien qu'on n'a pas vu, qui serait plus monstrueux? Oui, mais ça permet de dire que leur potentiel de destruction existe. Ça peut être dans d'autres villes, etc. Comme ça a été le cas. Territoire aussi, sur leur propre territoire aussi, du coup. Ça. Parce que s'ils veulent faire une surenchère, sauf que c'est dans l'oblast de Koursk, c'est directement dans leur propre territoire. On a déjà des très gros soupçons qui pèsent sur l'armée russe qui pille les maisons russes. Parce qu'ils arrivent, les gens sont partis, et vu qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'il n'y a pas tellement d'officiers dans leur dos, parce qu'il y a une pénurie d'officiers dans cette armée, et ben, du coup les soldats pillent les maisons russes. Et on entendait tout à l'heure ce russe de la rue qui avait l'air très inquiet, comme vous le soulignez Renaud, que ce soit la contre-attaque russe qui cause beaucoup de destruction. Il a tout compris. Il a tout compris, évidemment. Quand il y avait eu des incursions justement auparavant à Belgorod, les commandos qui étaient partis sur Belgorod, comment a réagi l'armée russe? Elle a détruit des villages. Et avec des gens dedans, mais c'est pas grave. Ils bombardent, ils détruisent tout, et c'est comme ça. Et ils vont faire exactement la même chose à Koursk. Si une surenchère, ils sont prêts à tout détruire à partir du moment où ils pourront mettre un petit drapeau russe sur les ruines de la mairie du village. Vous imaginez quand même l'effet sur la population s'ils vont commencer à détruire leur propre peuple, parce que tout le monde n'est pas parti, ou s'ils vont commencer à détruire leur propre village. Déjà, Poutine, il a quand même un peu du mal de faire la mobilisation générale, parce qu'il en a vraiment besoin, mais il n'ose pas trop, parce que c'est encore dernier rempart qu'il retienne par rapport à son peuple. Mais là, à aller jusqu'à la destruction de ces régions, ça va aller encore plus loin dans ce qui est l'effet qui va pousser ce pouvoir peut-être à s'écrouler. Le verrou occidental qui a sauté. Il s'est passé là en quelques jours quelque chose. C'est vous qui le soulignez tout à l'heure, Ludmila. Quand on fait la liste des armes occidentales d'usage très utiles pour les Ukrainiens qui maintenant sont là en Russie. On avait commencé hier une liste, on peut la poursuivre. Le Rochelle Senator, c'est vous le spécialiste, moi j'avoue que je ne connaissais pas le Rochelle Senator jusqu'à il y a quelques heures. L'obusier 777 américain, le Bradley américain, le Striker, et toutes ces armes qu'on imaginait. Déjà, les Occidentaux longtemps ont eu peur de les donner pour l'intérieur de l'Ukraine. Maintenant, elles servent en Russie. En plus, l'Allemagne même, elle a dit on a légué les chars à l'Ukraine, c'est maintenant ukrainien. Alors, c'est vraiment dans notre libre usage de les utiliser comme on veut. Et je pense que c'est véritablement, on a vu quand même la manière dont l'Occident, il a monté aussi dans leur gamme de soutien à l'Ukraine. Pourquoi? C'est pas parce que l'Ukraine s'est surenchérie, c'est parce que Poutine, il a augmenté, justement, il s'est enchéri. Regardez, il a fait Boutcha, il a fait des massacres pas possibles. Et après, vous avez effectivement la réponse. La réponse, c'est quoi? Pour moi, la réponse, la prochaine, c'est les missiles à longue portée. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Les F-16 sont là, pas en nombre suffisant et en quantité suffisante, mais c'est déjà une très bonne chose, même que ça nous a coûté quand même beaucoup d'hommes et des civils aussi. Attention, je crois que le match n'est pas du tout fini.